Entre 25 et 30 tonnes de cocaïne sont consommées chaque année en France en provenance de Guyane. C'est une véritable explosion du marché qui est en train d'opérer dans le pays. Avec la demande qui augmente, les derniers chiffres sur le trafic de cette drogue dure affolent les compteurs. Ils se sont multipliés par 4 en 20 ans. La cocaïne est omniprésente en France. Elle est aujourd'hui devenue hyper disponible sur l'ensemble du territoire. Alors comment expliquer qu'il soit si facile aujourd'hui de se procurer de la cocaïne? Quelle nouvelle tendance peut-on observer en termes de consommation? D'où vient-elle? Comment arrive-t-elle? Pourquoi la production également augmente dans ses proportions? Et de quels moyens dispose-t-on en France pour répondre à ce fléau? On vous a demandé sur Twitter si vous estimiez que l'État devait accorder plus de moyens pour lutter contre le trafic de cocaïne. Et vous êtes bien évidemment 77% à considérer que oui. Alors, on va commencer pour essayer de mieux comprendre comment la drogue arrive sur le territoire français. On va essayer de se pencher sur ce phénomène des mules. Ce sont ces personnes qui transportent de la cocaïne dans leur corps en risquant leur vie. Écoutez le chef de douane à Orly qui explique l'explosion des réseaux qui s'organisent et atterrissent en France dans cet aéroport du sud de Paris. L'explosion du nombre de mules est un phénomène inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a une très forte production à écouler. Ça veut dire qu'il y a également des réseaux criminels qui s'organisent puisqu'on voit parfois des quantités très impressionnantes arriver dans un seul bagage ou avec un ou deux individus. On a par exemple trouvé la semaine dernière 24 kilos dans un bagage. Ce sont des quantités très élevées et l'idée qu'une organisation criminelle confie 24 kilos à une mule laisse penser qu'ils peuvent perdre quelques valises sans que ça les atteigne finalement beaucoup. Bonjour Paul Gonzalez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Société du Figaro et vous avez réalisé cette enquête trafic de cocaïne, alerte rouge sur la Guyane et Orly, à retrouver sur lefigaro.fr. Alors ces mules, elles transportent donc de la drogue, on l'a vu, dans leur corps, au péril parfois de leur vie. Le nombre de mules entre la Guyane et la métropole a explosé ces dernières années. Qui sont-elles, ces mules, et comment ce réseau fonctionne? Alors, ça peut être aujourd'hui n'importe qui. C'est-à-dire que ce que notent les policiers ou le judiciaire, c'est qu'en fait, ça peut très bien être le fils de bonne famille, comme la migrante, et qu'en fait, tout le monde en Guyane est touché par ce phénomène de mule, parce que c'est finalement extrêmement rentable. Hein. C'est comme, d'ailleurs, ils disent faire une passe, et ça leur permet, en gros, d'arrondir leur fin de mois. Donc, en fait, une sociologie qui est de plus en plus diversifiée et qui inquiète beaucoup les autorités. Et qui est très large. Je crois que même des animaux peuvent servir de mules. Ce ne sont pas tout à fait le même genre de mules, mais il y a toutes sortes de profils, en tout cas, pour trouver des moyens pour transporter cette drogue. Ces mules, elles se gavent, on va réexpliquer un petit peu comment ça se passe, elles se gavent en fait de boulettes de poudre qui sont dans des petits sachets avant d'embarquer pour Paris. Est-ce qu'on sait combien elles sont rémunérées pour risquer à ce point leur vie, prendre ce risque? Alors d'abord, il n'y a pas que les mules qui ont de la cocaïne incorporée. Hein. Il y a aussi, comme on l'a vu avec le patron de la douane, des mules qui transportent dans leur bagage des kilos de cocaïne. Hein. Pour celles qui ont de la cocaïne incorporée, eh bien, elles sont rémunérées entre 3 000 et 7 000 euros le voyage. Donc ce qui n'est pas forcément très cher payé par rapport au risque pris, parce que la peine encourue, si tout va bien au niveau santé, en tout cas, elle risque 1 an de prison par kilo transporté. Alors ça, c'est ce qui se pratiquait auparavant. Le code pénal, lui, pour ce type d'infraction, est plutôt sur 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais bien sûr, ces peines-là ne sont jamais appliquées. Alors à Cayenne, il y avait l'habitude de dire 1 an de prison, 1 kilo de cocaïne, plutôt 1 an de prison. C'est plus du tout le cas compte tenu de la surpopulation carcérale. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des peines avec sursis. Et c'est un peu la même chose quand on les arrête à Orly, parce que finalement, ces mules, ça ne sert à rien de les mettre en prison dans la mesure où on ne peut pas remonter les commanditaires.
Donc finalement, elles vont passer un temps très faible en détention. C'est souvent en plus des personnes, beaucoup de femmes qui viennent d'Amérique du Sud. Ce sont surtout des femmes? Beaucoup de femmes, oui. Je ne sais pas si c'est essentiellement des femmes, mais il y a un taux de femmes assez important. Et ces mules-là, eh bien, on va les incarcérer très peu de temps, d'abord parce qu'elles sont étrangères, elles ne parlent pas français, etc. Et puis surtout, elles ne savent pas à qui profite le crime, si j'ose dire. Dans ces cas-là, comment ça se passe, Paul, quand elles sont attrapées, on va dire, à la douane en France ? En arrivant à Orly, est-ce qu'elles sont jugées par la justice française ou elles doivent retourner d'abord en Guyane, qui est aussi la justice française, mais sur quel territoire elles vont être jugées ? Bien, quand elles arrivent à Orly, elles vont être jugées par le tribunal de Créteil. Alors bon, d'abord, ça passe par l'obligation, hein, quand c'est incorporé, quand elles ont ingurgité de la drogue, eh bien, il faut qu'elles puissent expulser cette drogue, ce qui pose des tas de problèmes procéduraux, hein, puisque c'est une enquête préliminaire qui est ouverte, qui est enserrée dans des délais très contraints. Parfois, l'expulsion excède ces délais, donc il faut ouvrir une information judiciaire entre-temps, etc. Et elles seront jugées bien souvent en comparution immédiate au tribunal de Créteil. Vous disiez dans votre article, on découvre ça, que parfois un avion pouvait contenir 20 mules par donc, vol. Comment est-ce qu'on a pu en arriver dans telle proportion pour ce phénomène? Voilà, c'est plutôt la stratégie des trafiquants de drogue. L'idée, c'est de saturer les vols parce qu'ils savent que finalement, les autorités douanières, policières, judiciaires ne vont pas être capables de gérer ce flux. Alors, sur la vingtaine d'individus, bon, c'est pas à chaque vol qu'il y a 20 personnes, mais ça peut aller jusque-là. On sait que les douaniers, la police va pouvoir traiter 2, 3, 4, 5 dossiers maximum. Hein. Donc, même si on tope 4-5 personnes, eh bien, il y a tous les autres qui peuvent passer. Et Paul, très rapidement, est-ce que la plupart se font attraper ou est-ce qu'à chaque fois, quelle est la moyenne? Est-ce qu'elles se font attraper ou est-ce que ça passe plutôt? C'est difficile à dire. Ce que disent les policiers, ce que disent les douaniers, c'est que grosso modo, a priori, ça serait que 50% des personnes qui seraient arrêtées. Alors, je vous propose qu'on écoute le récit d'un gros coup de filet qui a été réalisé à l'aéroport d'Orly, justement en janvier 2016, par la police judiciaire de Paris. C'était 41 kilos de cocaïne qui avaient été saisis ce jour-là. Et le réseau de malfaiteurs derrière était très bien organisé. Écoutez. On pense que les malfaiteurs bénéficiaient de complices en République dominicaine qui étaient chargés de positionner 2 ou 3 bagages dans ce qu'on appelle le vrac, dans l'avion. Sur ces bagages étaient apposés des signes distinctifs, ce qui permettait aux bagagistes qui réceptionnaient l'avion à Orly, qui le déchargeaient, de tout de suite repérer ces bagages et procéder au déchargement. Ces bagages étaient rapidement déchargés, puis conduits dans un véhicule, et là, ils étaient ensuite acheminés sur des lieux de stockage. Le phénomène aujourd'hui, Paul, est très important. L'État a l'air de prendre les choses en main désormais. Nicole Belloubet a promis une fermeté supplémentaire en réponse à ce marché, avec un plan d'urgence pour le mois de mars. Qu'en pensez-vous ? On verra ce qu'il va donner. L'idée pour Nicole Belloubet, c'est de multiplier les effectifs pour justement tenter d'arrêter le plus de personnes possible d'une part, mais aussi de fluidifier la chaîne judiciaire, c'est-à-dire la chaîne pénale, pardon, et de pouvoir juger plus vite et donc davantage. De simplifier. Alors je vous propose qu'on écoute justement ses propos. Elle s'est rendue en Guyane en septembre dernier. Elle exposait sa détermination sur le sujet. Regardez. J'ai demandé à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le préfet de me proposer pour le 1er décembre prochain un plan de lutte contre le trafic de cocaïne vers la métropole. Et dans ce plan de lutte, que je souhaite être extrêmement concret, je souhaite que puisse s'y inscrire d'une part le prolongement d'une politique qui a déjà commencé et qui est fondée sur un caractère interministériel entre la santé, les douanes, la justice, la police, et d'autre part qu'il y figure des mesures extrêmement opérationnelles.
Et je précise qu'on entendra dans quelques minutes en direct par téléphone le procureur de la République de Cayenne. Il va nous détailler comment ce plan de lutte est en train de se mettre en place. Je vous propose qu'on écoute Laurent Laniel, qu'on a pu joindre par téléphone au Portugal. Il analyse les marchés des drogues illicites à l'OEDT. L'OEDT, c'est l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. Voici le tableau qu'il dresse de l'explosion du trafic de la cocaïne en France, mais également dans toute l'Europe ces dernières années. Un véritable tsunami, dit-il, aux multiples symptômes. Écoutez. L'OEDT, l'OMCDDA, l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, pour lequel je travaille, qui est une agence de l'Union européenne basée à Lisbonne, détecte cette année, depuis l'année dernière, des signes d'augmentation de la disponibilité de la cocaïne partout en Europe. Les pays les plus concernés par cette augmentation de la disponibilité, donc ils ont une facilité accrue de se procurer de la cocaïne en Europe, sont les pays de l'Europe de l'Ouest, en particulier ceux qui sont sur la façade atlantique, dont la France, qui est un des gros pays européens et un des gros marchés de la cocaïne en Europe. Et plusieurs de nos indicateurs indiquent donc un accroissement de la disponibilité. Et alors des autres indicateurs en ce qui concerne l'offre, c'est-à-dire le trafic et l'activité, des forces de l'ordre contre ce trafic de cocaïne montrent en fait une espèce d'explosion. Il y a des gens qui ont parlé de tsunami de la cocaïne en Europe. L'autre explosion qui se produit en matière de cocaïne, c'est la production en Amérique du Sud, dans les pays andins, en particulier en Colombie. En 2016, la production est estimée par les Nations Unies à 1600 tonnes de cocaïne pure. C'est encore une fois un record, quelque chose qui aucune estimation n'a été à cette hauteur depuis qu'on fait des estimations, donc depuis une bonne vingtaine d'années. Donc voilà, il y a plus une disponibilité accrue de la cocaïne à la source, si vous voulez, dans les pays producteurs et partant aussi dans les pays consommateurs que nous sommes, quoi. On constate notamment une augmentation de la pureté. Alors nos statistiques, si vous voulez, portent sur l'ensemble de la communauté européenne, donc 28 pays, plus la Turquie et la Norvège. Et lorsqu'on analyse les données de pureté de cocaïne qui nous sont envoyées par ces 30 pays, on constate une augmentation assez respectable de la pureté de cette drogue durant les 2 dernières années, quoi. Donc ça veut dire que les trafiquants coupent moins la cocaïne, vraisemblablement parce qu'ils en ont beaucoup et qu'ils n'ont pas besoin de la couper, et d'autre part parce qu'ils sont en concurrence les uns contre les autres et qu'ils souhaitent sans doute attirer plus de clients en vendant un produit plus pur et de meilleure qualité. Frédéric Ploquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes spécialiste des questions justice-police. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier « La peur a changé de camp, les confessions incroyables des flics » qui est paru aux éditions Albin Michel. Et vous avez également réalisé un documentaire qui s'appelle « Trafic, les routes de la cocaïne » avec Julien Jouan, qui est produit par la compagnie des Phares et Balises. Il a été diffusé sur France 5. On va regarder quelques extraits dans quelques minutes. Revenons d'abord sur ce que nous explique à l'instant Laurent Laniel, c'est qu'en fait on consomme plus de cocaïne en France parce qu'elle est de plus en plus disponible. 1, on en produit beaucoup plus. 2, elle est beaucoup moins chère. Et en plus, elle est de bien meilleure qualité. Tous les critères sont au vert pour que ça prolifère. En fait, si vous voulez, c'est une question d'offre et de demande, hein, ce marché. Ça fait 40 ans que les producteurs de cocaïne en Amérique latine cherchent des débouchés. Pour eux, c'est comme le café, le cacao. Hein, ils produisent, il y a des cultures. À la différence du café et du cacao, pour le sortir et l'acheminer vers les ports, il faut payer des policiers, il faut payer des douaniers. Donc il y a des frais supplémentaires. Le coût lui-même à la production, il est quasiment de zéro. Ça coûte quasiment rien de faire pousser la cocaïne. C'est une plante, c'est quasiment des orties, quoi. Ça pousse tout seul. À partir du moment où vous avez l'altitude, l'humidité, la chaleur qu'il faut, etc. Simplement, ce qui coûte, c'est effectivement l'acheminement vers le pays consommateur. Et là, plus il y a des barrages, plus la police fait son boulot, plus ça coûte cher. Donc les prix sont calés. En fait, si vous avez une chute des prix comme on le voit aujourd'hui, ça signifie que les trafiquants en produisent plus et passent plus facilement. Donc il y a moins de frais annexes.
Mais si vous voulez vous replacer au niveau consommation mondiale, on consomme plus parce qu'on produit plus. Pour venir à la France, oui. en fait, je vais d'abord parler des États-Unis un instant. Oui. C'est vrai que le premier marché pour les producteurs latino-américains, ce sont les États-Unis. La mode de la cocaïne a commencé bien avant l'Europe là-bas. Simplement, il y a un moment donné où votre marché est saturé. Je veux dire, ils n'arrivent plus à gagner des consommateurs. En plus, actuellement, aux États-Unis, il y a d'autres modes, notamment les opiacés, les antidouleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui font beaucoup de dégâts en matière de toxicomanie. Donc, le marché nord-américain étant relativement saturé, qu'est-ce que font les producteurs colombiens, péruviens ou boliviens? Ils cherchent d'autres débouchés. La France... moi, je suis allé pour ce documentaire dont vous avez parlé à Bogota, en Colombie, où j'ai rencontré des gens au niveau du ministère de la Justice, de la police, etc. La France en Europe est aujourd'hui l'un des pays les plus ciblés par ces producteurs parce qu'il y a potentiellement un marché en pleine croissance, en pleine effervescence, on va dire. Si la consommation de la cocaïne en France, il y a 40 ans, c'était quelques stars du show business, quelques écrivains. Aujourd'hui... Pourquoi la France ? Aujourd'hui, parce Pourquoi que justement, c'est un bon marché parce qu'il y a un potentiel de consommateurs. Aujourd'hui, la cocaïne, c'est ça en fait qui... Plus que les autres pays européens. Qui fait que le ministère de la Justice et que le gouvernement s'en occupe aujourd'hui, c'est que les consommateurs aujourd'hui, c'est plus 2-3 stars du show business et 2-3 écrivains qui pour faire la fête, d'accord. Aujourd'hui, ça peut être le boulanger, le marin-pêcheur, qui ont des horaires durs, qui doivent se lever tôt le matin. Et c'est même ça la grande nouvelle des années 2000, en gros, c'est que la cocaïne n'est plus consommée simplement dans un circuit festif, parisien, etc. Elle est consommée par les travailleurs un peu partout et que du coup, vous en trouvez à peu près partout sur le territoire. Vous ne la trouvez plus seulement dans quelques quartiers bien ciblés. Elle s'est répandue. Et évidemment, la filière guyanaise dont vous parliez tout à l'heure, Cayenne, aide à cela parce que vous comprenez bien que pour qu'un marché se développe, il faut des gens, il faut des commerçants, il faut des dealers, des vendeurs. Il se trouve que voilà, des personnes originaires de Guyane, il y en a un peu partout sur le territoire, et qu'il y a actuellement le développement d'une espèce de petite micro-mafia guyanaise, effectivement, qui fait qu'à Tours, à Angers, à n'importe où, vous avez cette possibilité par la communauté d'acheminement du produit jusqu'au consommateur. Donc ça se banalise. Parallèlement, comme ce sont des bons commerçants, les trafiquants de drogue, voilà, c'est un commerce comme un autre pour eux, comme je disais tout à l'heure, ils sont capables de faire baisser les prix. Donc à partir du moment où ils ciblent la France, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il y a un marché qui est en expansion possible, ils s'adaptent à ce pays. Ils font baisser les prix. Ils mettent plus de produits sur le terrain, les prix baissent. Éventuellement, effectivement, comme le disait tout à l'heure, ça s'est dit tout à l'heure, ils peuvent mettre de la qualité, parce que la qualité va accrocher le consommateur. Ce qu'il expliquait, c'est qu'elle était plus pure, elle est moins... Oui, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que de toute façon, elle est pure quand elle arrive. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à... Elle est moins mélangée quand même. Non, mais ils n'ont pas intérêt à la couper avant. Parce que sinon, ça complique. Ce qui est compliqué pour les... Ce qui coûte cher pour les trafiquants, il faut le répéter, c'est le transport. C'est l'entrée sur le territoire et le transport. Donc il faut des bateaux, des containers ou des mules, parce que ça... Il y a toutes les possibilités sont là. Ça va de la mule au container dans les cargos. C'est ça qui est compliqué, parce qu'il faut payer l'environnement, il faut soudoyer. On va dire, dans les ports français, par exemple, vous avez un certain nombre d'affaires qui ont éclaté, où on s'est rendu compte qu'il y avait des dockers, éventuellement des douaniers, qui prenaient de l'argent. Il faut payer tout ce monde-là, mais la marchandise n'arrive pas coupée, mais au final, quand elle arrive sur la table, sur le petit miroir du consommateur, elle est coupée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et alors là, il faut le dire au consommateur. Les produits, les produits, c'est pas un bon produit, c'est un produit extrêmement toxique. En fait, c'est dégueulasse. La manière... Il faut dire que c'est pur, en fait. C'est ça que je voulais dire. Il faut voilà, dire que c'est un produit de qualité. Déjà, au départ, il faut dire qu'ils mettent du gazole pour la fabriquer. Donc, de toute façon, ce que vous mettez dans vos naseaux, au final, c'est un produit plus toxique que tous les produits que vous pouvez acheter nulle part ailleurs. Et ensuite, les dealers, chaque dealer, lui, recoupe avec un autre produit. Alors, ça peut être de l'aspirine, de la caféine, ça peut être ce qu'il veut, ou ça peut être des produits beaucoup plus nocifs qui, de toute façon, font des dégâts dans les cerveaux des consommateurs assez irrémédiables. Il faut quand même le dire, parce que sinon, ça ne serait pas... Voilà, si c'était comme le café, on n'y ferait pas attention. Le problème, ce sont les dégâts sur la santé des consommateurs. Frédéric Ploquin, est-ce qu'on peut estimer le marché français de cocaïne par an ?
par rapport en France, par rapport au reste du monde d'ailleurs? En fait, les seuls chiffres dont on dispose, ce sont les chiffres des saisies de la police et des douanes. Et à partir de là, est-ce que vous considérez que la police et les douanes saisissent 10%? En fait, on ne le sait pas. On ne sait pas. En volume, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir parce qu'en fait, la police a des filets extrêmement larges. On ne peut pas dire que... Il y a des containers qui passent tous les jours. Il suffit de vous rendre dans un port comme Le Havre pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a des milliers de containers qui rentrent tous les jours en France et sur le tas, vous avez les moyens avec vos scanners d'en contrôler, on va dire, 3%. Donc, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous permet de... Voilà, rien ne nous permet de savoir... Donc ce chiffre qu'on peut retrouver de 1000 tonnes en tout cas par an dans le monde, il n'est pas forcément, il est très variable. En fait, ce qu'on peut connaître, c'est la production. À partir du moment où il y a 1600 tonnes, comme c'était dit, qui étaient produites, elles sont forcément consommées dans le monde. Il n'y a pas de perte. C'est pas un produit sur lequel... Sauf celles qui sont saisies. Celles qui sont saisies, elles sont normalement détruites. Mais c'est une toute petite partie, c'est une infime partie qui est détruite, tout simplement parce qu'on ne peut pas... en fait, c'est extrêmement peureux. Vous ne pouvez pas contrôler tous les camions, vous ne pouvez pas contrôler toutes les voitures, vous ne pouvez pas contrôler... Et ça rentre de partout. C'est vraiment... il parlait tout à l'heure de tsunami. Je trouve que le mot n'est pas exagéré. Ouais. C'est-à-dire que voilà, une vague de cette taille-là, vous ne la contenez que très difficilement. Et c'est pas, elle est assez récente dans ses proportions, c'est ce qu'il expliquait. Absolument. Et puis c'est pas, sur le plan criminel, c'est difficile de détecter. Je veux dire, il faudrait des espèces de... Vous ne pouvez pas ralentir les flux aujourd'hui de marchandises dans un univers mondialisé comme le nôtre. Et les trafiquants sont les premiers, sont les champions de la mondialisation quelque part. Alors, les principales filières d'acheminement de cette drogue en France, donc le pays producteur principal, c'est la Colombie. Vous y êtes rendu pour ce documentaire. On va regarder tout de suite un extrait. Vous avez pu suivre là-bas un des trafiquants de cocaïne, un aventurier français qui est venu chercher fortune au pays de l'or blanc, comme on dit. 3 fois par an, il vient négocier le prix de la tonne en Colombie avant de l'envoyer en Europe par ses propres réseaux. Regardez ce témoignage absolument inédit. Alors, ici, on arrive au niveau du laboratoire. Moi, je suis acheteur. Ceux qui me connaissent, je n'ai pas de problème pour rentrer. Vous pourrez peut-être rentrer, mais vous ne pourrez pas ressortir. Vous avez une valeur marchande. Je vais aller voir. Vous m'attendez ici, vous revenez en arrière et on se retrouve tout à l'heure. Jean-Marie est un aventurier français venu chercher fortune au pays de l'or blanc. 3 fois par an, il vient négocier le prix de la tonne dans ce genre de laboratoire inaccessible. Puis, c'est par ses propres routes qu'il envoie la cocaïne en Europe. Quand tu crées une nouvelle route, tu vas envoyer par exemple 100 kilos de Medellín à Marseille. Tu ne sais jamais si ta marchandise va arriver ou non. Tu ne sais jamais si les gens qui vont être à l'arrivée ne vont pas essayer de te la voler, vont te la payer. Tu ne sais jamais si la personne en face de toi ne va pas te dénoncer non plus à la douane ou au service de police. On risque quand même dans le trafic international aux alentours de 10 ans en moyenne. Donc dans l'équipe, tu as une tension. Quand tu travailles, tu crées ta route, tu as une tension permanente. Frédéric Ploquin, comment vous avez réussi à obtenir ce témoignage un trafiquant, vous n'allez pas me donner toutes vos... Ça fait 30 ans que je travaille sur des questions policières et criminelles. Non, mais c'est assez rare qu'un trafiquant accepte de parler face caméra. Mais à partir de là, vous avez la capacité en 30 ans de nouer des relations poussées, fouillées et fructueuses un peu avec tout le monde. Et j'ai toujours fait attention à avoir des relations des deux côtés, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut approcher la vérité. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la question de la perte, qui est intégrée totalement dans les calculs de ces trafiquants. En fait, comme ça a été dit au début de l'émission, quand vous mettez 40 mules, il y en a 3 qui se font prendre, finalement ça n'a aucune importance. Et vous êtes même capable, ils sont même capables, les trafiquants, de donner les noms aux douanes, de balancer ces 3 mules pour faire passer les autres. Donc là, finalement, ce sont de formidables manipulateurs. Alors, on va regarder un autre extrait qui est très intéressant, qui explique qu'en fait, terrorisme et trafic de drogue sont étroitement liés. Ce sont les mêmes réseaux, ils se soutiennent mutuellement dans la clandestinité, évidemment. Regardez. Le terrorisme et le trafic vont de pair. C'est-à-dire, les réseaux que nous employons sont les mêmes. Quand tu veux passer la marchandise clandestine, que ce soit des armes, des bombes ou de la drogue, le but pour toi, c'est d'échapper à l'État. Donc, dans nos organisations, tu retrouves toujours à côté des terroristes. Nous avons à peu près les mêmes réseaux, les mêmes passages. Dans la clandestinité, des intérêts finissent par converger. Les djihadistes doivent financer leur lutte armée et les trafiquants ont besoin de passeurs. On a, dans des mêmes endroits,
des organisations qui font du trafic. On a d'autre part des organisations dites politiques ou terroristes, donc qui ont des activités de violence et de guérilla. Et puis en réalité, on a beaucoup d'organisations qui sont mélangées, qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois l'une et l'autre. Et en définitive, on ne sait plus vraiment qui est qui. Les Touaregs, je suis désolé, mais le Touareg, le lundi, est un trafiquant de drogue, le mardi, c'est un trafiquant d'armes, le mercredi, c'est un terroriste. Et le jeudi, il redevient un nouveau trafiquant de drogue. Donc c'est à géométrie variable. Ce mélange des genres n'est pas nouveau. C'est une constante des guérillas du monde entier. Le Hezbollah a exporté du hashish depuis le Liban, les talibans de l'opium, et une partie de la cocaïne est produite par les FARC, la rébellion marxiste de Colombie. Ces réseaux de trafiquants se retrouvent pour cette deuxième partie d'émission Les Décrypteurs consacrée à l'explosion du trafic de cocaïne en France. Jérémy Pontieux nous a rejoint. Bonjour Jérémy. Bonjour. En quelques mots, parce que l'émission passe à toute allure, ces réseaux de trafiquants, en fait, ils sont connus pour leur énorme adaptabilité, leur ingéniosité. Les routes évoluent avec le temps en fonction de la conjoncture, du climat géopolitique. Les techniques aussi pour cacher la marchandise évoluent. C'est ça la force de ce réseau et le fait que c'est impossible de le contenir, c'est cette adaptabilité incroyable. Vous dites plusieurs choses. Effectivement, ils sont très inventifs. Ils ont toujours un train d'avance sur les services qui les poursuivent, toujours. Et ça a toujours été le cas. Les voleurs, les criminels ont de l'imagination et la police court derrière. C'est un fait acquis. Après, l'autre question que vous soulevez, c'est la question de la géopolitique. Elle est extrêmement importante. C'est qu'en fait, si vous regardez bien dans l'histoire, quasiment tous les foyers de production ont donné lieu dans leur environnement à des guerres, à des guérillas, à du terrorisme. Là, on peut citer les FARC d'extrême gauche en Colombie, mais en Colombie, vous avez également de l'autre côté les paramilitaires qui sont plutôt liés à l'extrême droite. Chacun contrôle son bout de territoire, ils se font la guerre. Mais si vous remontez dans le temps, vous allez vous apercevoir, je veux dire, l'héroïne provenait en partie de la BK à une époque où le Hezbollah était obligé de se financer sur la drogue. Là, aujourd'hui, les routes de la drogue qui passent par l'Afrique, par le Sahel et par le Mali, effectivement, utilisent des routes, des voies contrôlées en partie par les djihadistes. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de porosité, que chacun profite de l'autre et que le marché des armes n'est jamais très loin de celui de la drogue et que voilà, ça sert à financer toutes sortes de causes dans le monde et ça crée des foyers effectivement d'agitation extrêmement importants. Alors, je vous propose qu'on parte en Guyane. On en parlait au début de cette émission, d'où provient donc 30% du marché français de la cocaïne. On va rejoindre par téléphone Samuel Finiels, qui est le nouveau procureur de la République de Cayenne, la capitale de la Guyane. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour, je suis avec vous, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Alors, dans un contexte de délinquance généralisée, on va dire, de l'Amérique du Sud, pourquoi la Guyane est devenue la nouvelle plaque tournante du trafic de cocaïne dans toute l'Amérique du Sud? Pourquoi la Guyane? Alors, je ne sais pas si la Guyane est la plaque tournante de la cocaïne dans toute l'Amérique du Sud. Je ne sais pas non plus si le chiffre de 30% d'approvisionnement du marché français de cocaïne qui viendrait de Guyane est exact. Moi, les statistiques que j'ai, c'est qu'on est plus de l'ordre de 15%. Alors, on est sur des niveaux qui sont en pleine augmentation par rapport à l'année 2017, mais ça serait plus de l'ordre de 15% que de l'ordre de 30%. Il y a des explications qui ont été données tout à l'heure, qui sont, moi, qui me semblent être extrêmement pertinentes, à savoir l'augmentation de la production dans l'ensemble des pays producteurs, qui saturent actuellement les dispositifs de contrôle, et les dispositifs de contrôle qui sont répartis sur tout le continent sud-américain. Donc, il n'y a pas que la Guyane qui est concernée, il y a l'ensemble des pays sud-américains qui sont concernés. Les saisies sont en augmentation importante dans l'ensemble des pays. En tout cas, elle est devenue une zone stratégique. N'échappe pas à la règle par rapport au Brésil, par rapport aux pays andins, donc elle est soumise à cette pression des trafiquants avec des modes très diversifiés d'envoi de cocaïne. Et le mode qui est privilégié depuis la Guyane, puisqu'il y a un accès direct sur la métropole, c'est quand même la porte d'entrée dans l'Union européenne en Amérique du Sud, la Guyane, c'est le transport par des passeurs et par voie aérienne.
Alors, quelles difficultés vous rencontrez actuellement sur place? Cette délinquance de masse, comment elle se manifeste concrètement? Et en particulier, donc, ce trafic de cocaïne qui est devenu presque une banalité pour nombre d'habitants. Alors elle se manifeste déjà par des chiffres qui sont extrêmement importants, auxquels on va faire face, à la fois les services de police judiciaire et puis le parquet et le tribunal correctionnel de Cayenne, puisque vous avez sur l'année 2018 570 passeurs qui ont été interpellés avec des quantités de cocaïne qui vont de quelques centaines de grammes pour ceux qui transportent la drogue incorporée à plusieurs kilos. Je crois qu'on est allé jusqu'à 18 kilos pour ceux qui transportent la cocaïne dans leur bagage ou à corps. Donc la situation qu'on rencontre actuellement, c'est que ces personnes, elles sont contrôlées principalement à l'aéroport Félix Éboué, donc de Cayenne. Les produits stupéfiants sont découverts et puis vous avez des procédures judiciaires qui s'enclenchent à la suite de ces découvertes de produits stupéfiants, avec des mesures de garde à vue qui peuvent être parfois longues quand on a affaire à des transporteurs incorporés, et puis des déferlements bien souvent en comparution immédiate, parfois vers le juge d'instruction, pour que ces personnes soient jugées. Alors la grande difficulté à laquelle on a à faire face, c'est que on connaît actuellement, c'est devenu un contentieux de masse, puisque vous avez quand même 570 personnes qui sont déférées au parquet de Cayenne en 2018. Donc c'est quasiment je dirais que c'est 70% des déferrements qui ont lieu au parquet de Cayenne sont consacrés à des transporteurs de drogue. Donc c'est une délinquance de masse qui concerne les faits qui sont les faits les plus sévèrement réprimés par notre code pénal. Et ça, c'est une situation qui est absolument inédite. La police, la gendarmerie, la justice sait traiter de la délinquance de masse, mais on sait traiter de la délinquance de masse, on sait traiter plusieurs centaines de procédures par an quand cette délinquance de masse, elle concerne des délits routiers, quand cette délinquance de masse, elle concerne des usages de produits stupéfiants. Et c'est Samuel Finiel, juste, est-ce que c'est récent? Est-ce qu'on peut dire que ce phénomène existe depuis seulement quelques années et qu'il a vraiment explosé? Alors, le phénomène existait il y a une dizaine d'années en Guyane. J'ai exercé les fonctions de juge d'instruction, donc c'est un phénomène qui existait il y a une dizaine d'années en Guyane, mais qui n'existait pas dans des proportions aussi importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui a véritablement explosé en Guyane depuis l'année 2015. Et si vous voulez, nous, nos modes d'organisation, nos modes d'appréhension de ce type de problématiques, on a cette délinquance de masse qui est au plus près de réseaux criminels, nos modes d'organisation et nos modes de réflexion ne sont pas adaptés pour l'instant au traitement de masse de ce type de délinquance. Donc et alors c'était très intéressant ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on est confronté donc à une capacité d'adaptation extrêmement rapide de ces réseaux criminels, et qui sont avec derrière ces réseaux, on a quand même des réseaux mafieux d'une extrême dangerosité. Une capacité d'adaptation extrêmement rapide dans les modes de transport de ces réseaux, des stratégies de contournement qui sont très rapidement aussi mises en place quand on prend un certain nombre de mesures, puisqu'il y a des mesures qui ont été prises ces dernières années, mais ces mesures, au bout de quelques semaines, de quelques mois, ont fait l'objet de stratégies de contournement, ce qui nous oblige, nous, à adapter aussi nos dispositifs. Et donc, il faut qu'on mène. Alors, les institutions, elles ont toujours un temps de retard, c'est normal, par rapport au comportement délinquant. Donc l'enjeu pour nous, c'est de changer notre mode d'appréhension du dossier, de ce problème, de révolutionner un petit peu nos modes organisationnels pour pouvoir l'appréhender de manière efficace et pour pouvoir essayer de mettre un point d'arrêt au niveau de l'aéroport et même un petit peu avant l'aéroport, et empêcher en fait ces transporteurs de prendre l'avion. Merci beaucoup Samuel Finiel. Je rappelle que vous êtes procureur de la République de Cayenne. C'est un gros défi à relever à ce niveau-là. Merci en tout cas d'avoir précisé un petit peu votre travail quotidien sur place. C'est moi qui vous remercie. Jérémy Pontieux, est-ce qu'il y a des réactions d'internautes sur ce sujet sur le site, sur Facebook? Sur Facebook beaucoup, sur le site aussi. On a des questions notamment sur la possibilité de légaliser la cocaïne. Alors je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pourrez répondre, mais il y en a certains qui nous comparent ça aux drogues douces en disant si on la légalise, on pourrait mieux la contrôler et peut-être que le flux serait moins grand. Est-ce que c'est un préjugé faux? Est-ce que c'est une utopie? Je pense que c'est une utopie, d'autant plus que déjà pour le cannabis,
on a beaucoup de réticences. Et puis ensuite, il y a derrière cette idée-là, il y a aussi tout ce qui relève de la santé publique. Et on ne peut pas faire n'importe quoi en santé publique. Si on dépénalise, eh bien, ça signifie aussi que l'on considère quelque part que c'est absolument pas dangereux. Donc c'est pas seulement un enjeu judiciaire, c'est aussi un enjeu de santé publique. Et cela étant dit, en doublon, j'avais aussi une question d'un internaute qui nous disait pourquoi n'en parle-t-on pas plus largement dans les écoles directement, avant même de faire une campagne peut-être de sensibilisation auprès des jeunes, en tout cas peut-être des adolescents, pour en parler directement. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça donnerait pas envie non plus? C'est toujours le problème de la prévention, c'est qu'on ne sait pas à partir du moment où on en parle. Ça c'est toujours fait, non? C'est le cas dans les écoles. Voilà, dans les écoles, il y a des avocats, des magistrats et des policiers beaucoup qui tournent dans les collèges. En tout cas, il y a cet aspect qui est vrai et qui est intéressant, que cette cocaïne, elle est démocratisée, presque, vous le disiez tout à l'heure, et au niveau des consommateurs, elle est presque devenue cool. J'allais dire dans la pop culture générale, dans les séries, elle est partout. On rentre très facilement dans cet univers de la cocaïne de façon peut-être un peu plus facile et évidente, et de plus en plus jeune. Et là aussi, un internaute, encore une fois, nous demandait aussi si les films, en tout cas l'imagerie populaire, comme elle est dite ici, influencerait pas finalement. En tout cas, certains passaient le cap. Ça le banalise énormément. Moi, je pense que le showbiz français, mondial d'ailleurs, a une forte responsabilité dans la mesure où eux ont été les premiers consommateurs et ont contribué à populariser cette drogue. C'est-à-dire qu'ils en ont fait une drogue à la mode, ils en ont fait une drogue festive, facile, etc. Donc eux, ils portent une responsabilité, on va dire, morale importante. À partir de là, aujourd'hui, maintenant, je vais vous dire, elle est tellement disponible, ce produit est tellement disponible absolument partout, à la sortie de toutes les boîtes de nuit, ou à l'entrée d'ailleurs plutôt, et dans toutes les régions de France, jusque dans le moindre petit village, que, bon, voilà, c'est devenu un problème, on va dire, de santé publique majeur. Légaliser. Cannabis, déjà, on y réfléchit un petit peu. Mais je veux dire une chose, si on légalise le cannabis, tous les dealers qui vivent grâce aux bénéfices du cannabis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre sur la cocaïne, et donc il y en aura encore plus. Et alors là, vous aurez je veux dire, c'est quelque chose qui fait des ravages, tout simplement, la cocaïne. Je ne sais pas si les gens qui posent ces questions, soit sont des consommateurs, soit ignorent tout du produit. Non, des gens qui sont ignorants, qui sont assez stupéfaits, effectivement, de ce qu'on dit là. Le problème, c'est ça, c'est le jour où... Voilà, vous croyez que le prix pourrait encore baisser? Le prix de la cocaïne pourrait encore baisser? Absolument, il peut baisser. La qualité peut encore se détériorer, on peut encore avoir encore plus de produits chimiques dégueulasses à l'intérieur, etc., de ce produit, et le prix peut effectivement baisser, mais il est déjà étonnamment bas. Autre question, des gens qui nous disent aussi, mais vous en avez déjà un peu parlé en début d'émission, les peines ne sont pas assez lourdes pour les trafiquants. Est-ce que c'est pareil? Le problème, c'est pas que les peines ne sont pas assez lourdes. Il existe des peines extrêmement lourdes pour les trafiquants, mais ça dépend qui on arrive à toper. Ce n'est pas forcément les plus gros trafiquants, c'est rarement les chefs de réseau que l'on arrive à arrêter. Et en général, c'est des intermédiaires qui ne représentent pas grand-chose finalement. Et donc eux, bien sûr, ils ne vont pas être poursuivis très durement. Il ne faut pas dire que les peines sont légères aujourd'hui. Je dirais 80% de la population carcérale... je veux dire, est lié à la drogue. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, les peines sont extrêmement lourdes. Il y a des assises spéciales qui jugent tous les jours des gros réseaux. Les peines, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, c'est pas, la question, c'est pas tellement celle de l'alourdissement de la peine. C'est la les question. Moyens. C'est plutôt les moyens. C'est pas ça. Il y a tellement d'argent à gagner. Il y a tellement d'argent à gagner que ça aveugle absolument tous ces trafiquants. Ils ne regardent même plus la peine. L'argent à se faire, quand vous imaginez que vous avez réussi à déplacer 1 tonne de là-bas à ici, combien vous allez vous faire de pognon, combien de kilos de billets vous allez récupérer, finalement, vous ne regardez même plus la peine, vous regardez que le gain. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que bien souvent, les trafics de drogue continuent en détention et que ceux qui se font arrêter et qui sont incarcérés ont des relais à l'extérieur qui pérennisent la continuité du trafic.
Alors, je Jérémy, rebondis sur le ça commentaire devient de un peu juste. Mossine qui rebondit sur lui-même sur votre intervention sur la dépénalisation. Alors, pareil, peut-être quelque chose à corriger. Il nous dit pourtant d'autres pays européens ont fait ce choix de la dépénalisation, nous dit-il, et s'en tirent très bien. Le Portugal ont dépénalisé le client à hauteur de 1 gramme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le savez? Cocaïne. C'est ce qu'il a l'air de dire. Alors peut-être qu'il se. Au Portugal et en Espagne, effectivement, la législation est un petit peu plus souple. Mais je ne sais pas, il faudrait mesurer l'impact réel. Bon, ce sera l'objet d'une autre émission, les décrypteurs. Voilà, on va étudier d'ici là la question. Frédéric Ploquin, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Paul Gonzalez aussi, merci de vos précisions, de vos analyses. Jérémy Pontieux, merci beaucoup. Et merci à tous les internautes qui ont activement... Très nombreux et qui je n'ai pas forcément pu poser toutes les questions, mais c'est le jeu. Mais vous étiez là pour les représenter, oui. C'est déjà ça. Merci à toute l'équipe de préparation et l'équipe de réalisation, bien sûr, de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez le talk présenté par Yves Tréhard, qui reçoit aujourd'hui Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. À très vite sur Figaro Live.